Quatrièmement, il s'agit de l'un des morceaux les plus redoutables du répertoire classique sur le plan technique. Léo sentit son souffle se suspendre. Il connaissait cette ballade dans ses moindres recoins, ses cascades de notes fulgurantes, son âme d'une intensité tragique, sa réputation de mettre à genoux les pianistes les plus chevronnés. Il avait caressé le rêve de la maîtriser un jour, sans jamais avoir l'audace de l'effleurer sur un véritable piano à queue de concert. La prestation de Stéphane était, sans surprise, absolument parfaite. Ses mains, véritables prodiges de vélocité et de contrôle, semblaient danser sur le clavier, négociant les sections les plus périlleuses avec une facilité étudiée qui trahissait une vie de discipline. L'auditoire était suspendu à ses lèvres, hypnotisé. Néanmoins, au milieu de cette perfection glacée, un détail vint perturber la concentration de Stéphane. Ce sans-abri, Léo, se tenait toujours au fond de la salle, et sur son visage se lisait une expression que l'illustre pianiste interpréta comme une forme d'arrogance insupportable. L'homme paraissait habité par la musique, comme s'il en saisissait l'essence même, comme s'il était un citoyen de ce royaume de l'art et du raffinement. Quelle légitimité un tel individu pouvait-il avoir à comprendre les sacrifices, les décennies de labeur, le talent brut indispensable pour dompter une telle œuvre? C'était une offense silencieuse. Stéphane acheva son morceau et fut salué par une nouvelle ovation. Tandis qu'il s'inclinait, son regard balaya la salle et s'arrêta de nouveau sur Léo. Une idée cruelle et séduisante commença à éclore dans son esprit, une façon théâtrale de rappeler à tous l'ordre établi, de tracer une ligne claire entre ceux qui appartenaient à ce cénacle et ceux qui n'étaient que des intrus. Alors que le tumulte des applaudissements s'apaisait, Stéphane demeura assis, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. Plutôt que de présenter la pièce suivante, il désigna d'un geste ample l'arrière de la salle de concert. Mesdames et messieurs, sa voix, projetée avec l'aisance de l'habitude, résonna, teintée d'une nuance de condescendance amusée. J'observe au fond de la salle un auditeur particulièrement captivé, qui semble touché au plus haut point par la performance de ce soir. Instinctivement, des centaines de visages se tournèrent vers Léo, qui sentit le poids de tous ces regards comme une chape de plomb. Une bouffée de chaleur envahit son visage, lui montant aux joues alors qu'il réalisait être devenu l'épicentre de l'attention générale. « Vous, oui vous » enchaîna Stéphane, son index pointé sur lui sans équivoque. L'homme au manteau élimé. Votre concentration est des plus flatteuses. Dites-moi, pratiquez-vous le piano? La question resta en suspens dans l'air, un piège rhétorique évident. Le cœur de Léo martelait sa poitrine avec une violence inouïe. Il sentait l'atmosphère de la salle se transformer, la déférence admirative laissant place à une curiosité malsaine et spectatrice. Un peu, parvint à souffler Léo, sa voix si faible qu'elle fut presque absorbée par le vaste silence. Le sourire de Stéphane s'accentua, devenant presque carnassier. Un peu? Quelle fausse modestie! Assurément, un amateur aussi éclairé de Chopin ne refuserait pas de nous offrir une brève démonstration pour le plus grand plaisir de nos généreux hôtes. Des rires gênés et excités se propagèrent dans l'assistance. Le public avait saisi l'enjeu. Un maître allait humilier un pauvre diable qui avait eu le tort de ne pas rester à sa place. C'était un spectacle cruel, mais pour beaucoup, irrésistiblement captivant. « Oh, je ne pourrai jamais » balbutia Léo, faisant un pas en arrière comme pour s'effacer. « Quelle sottise !» Le coupa Stéphane, se levant avec une grâce calculée et lui désignant le piano. « La musique n'appartient-elle pas à tous? Vous n'oseriez pas décevoir les mécènes qui rendent de telles soirées possibles. » Le piège était infaillible. Le refus serait perçu comme de l'impolitesse, l'acceptation comme une folie menant à une humiliation garantie. Stéphane l'avait mis au pied du mur et il jubilait intérieurement. Madame Dubois, au premier rang, se redressa, l'intérêt pétillant dans ses yeux. Des murmures parcoururent les rangs. Une partie de l'audience semblait mal à l'aise devant cette cruauté mondaine, mais une autre frémissait d'anticipation. Approchez donc, le pressa Stéphane, son ton suintant une fausse bienveillance. Que risquez-vous? Vous avez écouté avec une telle ferveur. Qui sait, un peu de ma technique a peut-être déteint sur vous par simple proximité. Une nouvelle vague de rire parcourut la salle, bien que certains spectateurs, sentant le venin sous le vernis, s'agitèrent sur leurs fauteuils de velours. Léo resta pétrifié, un maelstrom de pensées dans son esprit. Il pensa à la dureté de la rue, à la place qui lui était assignée dans l'ordre des choses. Il repensa à toutes ces nuits passées à rêver de s'asseoir devant un tel instrument, de laisser s'échapper la musique qui chantait en lui. Mais surtout,
il entendit la voix de son père, Jean, un écho chaud et lointain. Léo, il y a des moments dans une vie où l'on doit se lever et montrer au monde de quelle étoffe on est fait. Aspirant une grande goulée d'air, Léo s'avança. Le bruit de ses chaussures fatiguées sur le marbre lustré semblait sacrilège dans le silence religieux de la salle. Chaque pas était un supplice, sous le feu croisé des regards jugeurs et de l'anticipation narquoise de Stéphane. Splendide! Claironna Stéphane avec des applaudissements mesurés. Notre valeureux participant s'avance. Alors, que nous réservez-vous? Une berceuse, peut-être? Arrivé près du piano, Léo se tint un instant debout. Sa main, parcourue d'un léger tremblement, caressa le couvercle noir et brillant. L'instrument était un monarque, un piano à queue de concert qui avait connu les doigts des plus grands. Il pouvait presque en sentir l'âme. À vrai dire, sa voix, d'abord hésitante, s'affermit, je songeais à la ballade numéro 1 en sol mineur, de Chopin. Le silence qui suivit fut absolu. Le sourire de Stéphane se figea, puis se recomposa, plus tendu, plus cassant. La ballade numéro 1. Répéta-t-il, une pointe de mépris dans l'incrédulité. Mon bon ami, c'est un Everest du répertoire. Cela exige une vie de dévouement, une virtuosité, je sais ce que cela exige, l'interrompit Léo avec une douceur désarmante en prenant place sur le banc. Ses mains se posèrent sur le clavier et, pour la première fois de cette soirée infernale, un sentiment de paix l'envahit. Stéphane émit un rire bref et sans joie. Fort bien. Éblouissez-nous. L'expérience promet d'être édifiante pour nous tous. L'auditoire retint collectivement son souffle. Une pitié mêlée de malaise flottait dans l'air. Pourtant, quelques observateurs plus attentifs notèrent une assurance dans la posture de Léo, dans la façon dont ses doigts se courbaient naturellement au-dessus des touches. Stéphane recula, croisant les bras, en position de juge. Il anticipait la cacophonie, le moment où l'imposteur s'effondrerait sous le poids de son arrogance. Il se voyait déjà l'interrompre avec une fausse compassion, restaurant l'harmonie et l'ordre. À votre guise, dit-il, sa politesse outrancière sonnant comme une insulte. Léo ferma les paupières. Ses doigts effleurèrent les touches. Dans le silence de son esprit, la voix de son père résonna, non plus en mots, mais en musique. Cette même ballade de Chopin, leur morceau, celui qui les liait par-delà la mort. Il rouvrit les yeux, embrassa du regard la foule anonyme, et joua. Les premières notes s'élevèrent, d'une pureté cristalline, et le masque de suffisance de Stéphane commença à se craqueler. L'introduction de la ballade numéro 1 de Chopin jaillit des doigts de Léo avec une autorité et une clarté qui provoquèrent une onde de stupeur dans la salle. Ce n'était pas le tâtonnement d'un novice. C'était le phrasé d'un maître, le toucher d'une âme ayant intimement communié avec cette musique. Le visage de Stéphane passa de la moquerie à l'incompréhension, puis à une sorte de panique. C'était inconcevable. La justesse technique, l'intelligence musicale, la charge émotionnelle, c'était comme si le fantôme de Chopin lui-même avait pris possession de son instrument. Quand Léo entama le thème principal, son interprétation révéla des strates de complexité qui laissèrent Stéphane pantois. Il exhumait des lignes de contrepoint que Stéphane n'avait jamais remarquées, tissant une tapisserie sonore d'une richesse inouïe. Le public était littéralement saisi. Madame Dubois avait la bouche bée. Les spectateurs, qui s'attendaient à une farce, se retrouvèrent témoins d'un miracle. Les doigts de Léo se déchaînèrent dans la section médiane avec une agilité foudroyante. Les arpèges et les traits rapides, cauchemars de bien des concertistes, semblaient sous ses mains d'une facilité déconcertante. Mais au-delà de la prouesse, son jeu possédait ce qui faisait défaut à celui de Stéphane, une âme mise à nu. Il ne se contentait pas d'exécuter des notes, il confessait une histoire. Chaque mélodie était un chapitre de sa vie, parlant d'espoir brisé, de rêves en attente, de beauté trouvée dans la misère. La musique était le miroir de son être, révélant une noblesse que sa misérable apparence avait cachée. Stéphane, malgré lui, écoutait. Il n'était plus le juge, mais l'élève. Il était aspiré par la vision de Léo. L'apogée de la ballade arriva, et Léo s'y jeta avec une ferveur qui coupa le souffle de l'auditoire. Son corps entier participait à la musique, chaque mouvement était une note une parcelle de son âme. Le piano, sous ses doigts, ne sonnait plus de la même façon, il pleurait, il criait, il chantait, comme s'il avait enfin trouvé son véritable maître. En abordant la coda, le jeu de Léo acquit une dimension quasi mystique. La mélancolie de Chopin devint sienne, universelle.
Des larmes silencieuses traçaient des sillons sur ses joues burinées, mais son jeu n'en fut que plus intense, plus vrai. L'auditoire était pétrifié, suspendu à chaque son. Des sanglots discrets se firent entendre. Ce n'était plus un concert, c'était une épiphanie collective. Stéphane était là, immobile. Son univers de certitude s'effondrait note après note. Tout son système de valeurs, basé sur le talent, le statut, le mérite, était anéanti par ce vagabond qui jouait comme un dieu. Léo atteignit les dernières mesures, où Chopin distille une vie entière de passion en un instant fugace. Son jeu devint immatériel, chaque note une parcelle d'éternité. Quand l'accord final résonna et mourut dans le silence, son spectre sembla flotter indéfiniment. Personne n'osait bouger, ni même respirer. Puis, lentement, Madame Dubois se mit debout. Les larmes inondaient son visage alors qu'elle commençait à applaudir. Non pas par convention, mais avec une ferveur qui venait du plus profond de son être. À sa suite, la salle entière se leva, et un tonnerre d'applaudissements éclata, une ovation comme la salle en avait rarement connue. Stéphane resta cloué sur place, regardant Léo comme s'il était une apparition. L'homme qu'il avait méprisé venait de lui donner une leçon d'art et d'humanité qu'il n'oublierait jamais. Il avait eu tort, sur toute la ligne. Sur le banc, Léo était submergé. Jamais il n'avait joué pour personne d'autre que lui-même. Jamais il n'aurait pu imaginer un tel accueil. Des années de pratique clandestine sur des instruments de fortune, des heures à déchiffrer des partitions photocopiées, tout cela avait convergé vers cet instant irréel. Stéphane s'approcha, comme dans un rêve. « Vous jouez depuis quand » demanda-t-il, sa voix dépouillée de toute son arrogance. « Depuis l'âge de 7 ans, répondit Léo d'une voix douce, essuyant ses larmes. Mon père, Jean, m'a tout appris. Il était pianiste. Il n'a jamais eu cette chance. Stéphane sentit sa carapace de certitude se briser. Je vous dois des excuses. Mon comportement a été impardonnable. Le silence se fit dans le public, respectueux de cet échange. Vous ne me devez rien, dit Léo en se relevant. La musique n'appartient à personne. Elle se donne à qui sait l'écouter. Stéphane acquiesça, profondément touché. Accepteriez-vous de jouer la suite du programme? Je crois que le public le mérite. S'il vous plaît, insista-t-il, et ce mot, pour la première fois, était chargé d'un respect sincère. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais entendu Chopin jouer avec une telle authenticité. Oui, continuez, s'il vous plaît. Lança Madame Dubois. Un chœur d'approbation s'éleva de la salle. L'atmosphère guindée du début avait laissé place à une communion chaleureuse. Léo regarda ces visages, non plus comme une foule hostile, mais comme des individus réunis par la même émotion. Un autre morceau, alors, murmura-t-il. Stéphane s'effaça, lui cédant la scène. Léo choisit le nocturne en mi bémol majeur de Chopin, une pièce qui avait été sa compagne dans les nuits de solitude. Dès les premières notes, la magie opéra de nouveau. L'interprétation était plus intime, une confidence murmurée à l'oreille de chaque auditeur, une berceuse tissée de mélancolie et d'espérance. Dans la salle, chacun se laissa emporter, réfléchissant à ses propres préjugés. Stéphane écoutait, fasciné. Léo était un artiste total. Il lui rappelait pourquoi il avait consacré sa vie à la musique, avant que la vanité ne s'en mêle. À la fin du nocturne, sous une nouvelle ovation, Stéphane monta sur scène et serra la main de Léo. Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix empreinte d'une humilité nouvelle, ce soir, vous avez assisté à la révélation d'un immense artiste. Léo nous a rappelé que la musique transcende les origines et le statut. Elle n'est que le courage de partager ce qui vibre dans nos cœurs. 6 mois plus tard, Léo arpentait les mêmes couloirs de marbre de la Philharmonie de Paris, mais le monde avait changé. Son nom, Léo Blanchard, s'étalait en lettres capitales sur le programme de la soirée. Des affiches annonçaient son grand début, financé par une fondation pour jeunes talents fraîchement créée par Stéphane. Madame Dubois l'accosta, le visage illuminé. Mon cher Léo, qui aurait cru que l'homme qui se terrait au fond de la salle il y a 6 mois serait aujourd'hui notre soliste? Je suis le même homme, répondit Léo en souriant. J'ai simplement un meilleur piano. Stéphane le rejoignit, son attitude transformée. La rencontre avec Léo avait été un électrochoc salutaire, le poussant à utiliser sa notoriété pour soutenir les talents oubliés. Ce soir,
geste symbolique de sa métamorphose, il serait son tourneur de page. Le trac? Demanda-t-il. Terrifié, avoua Léo, mais rempli de gratitude. Sans votre défi, ce soir-là. Sans mon odieuse arrogance, voulez-vous dire, rectifia Stéphane. J'ai presque laissé mon orgueil étouffer un miracle. Je suis encore en train d'apprendre à être un homme meilleur. La salle affichait complet. La légende du sans-abri prodige avait fait le tour de la ville. Mais les gens étaient venus pour revivre l'émotion pure qui les avait bouleversés. Quand Léo s'assit au piano, il repensa à son long voyage. La mort de son père avait brisé sa trajectoire, le précipitant dans la précarité. Pendant des années, il avait cru que son rêve était mort avec lui. Mais il avait appris que les rêves ne meurent pas. Il sommeille, attendant le moment de se réveiller. Les lumières baissèrent. Léo entama son récital avec la même ballade de Chopin. Mais ce soir, il ne la jouait plus comme un acte de défi, mais comme un hymne à la résilience, à la beauté des secondes chances et au courage d'être soi-même. Dans l'auditoire, Stéphane l'écoutait, les larmes aux yeux. Il avait passé sa vie à polir sa technique, à chercher la perfection. Léo lui avait enseigné que la perfection ne réside pas dans les notes, mais dans la capacité de la musique à tisser un lien entre les âmes. Alors que le dernier accord s'évanouissait et que le public se levait comme un seul homme, une vérité simple et profonde emplit la salle, la musique la plus sublime naît parfois dans les lieux les plus sombres, jouée par des mains qui ont connu le désespoir et qui ont su en extraire l'espoir.